Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Open Mic, qui est le deuxième d'une série de trois que nous faisons en collaboration avec la presse, que je remercie au passage. Mon nom est Stéphane Ricoul, je travaille pour la firme Talsom, qui est une firme spécialisée en transformation numérique, et je vais avoir la chance aujourd'hui d'animer ce panel sur l'importance des logiciels d'entreprise. Juste quelques informations logistiques. Ce panel est enregistré. Il pourra être rediffusé, en fait réécouté sur la chaîne YouTube de Talsom. Nous en ferons également une version podcast, donc audio, sur notre chaîne SoundCloud et un résumé sous forme de billet de blog qui sera accessible sur talsom.com. Durant la prochaine heure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit à travers le chat que Zoom propose, soit lever la main, puis on ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser la question en live et nos panélistes se feront un plaisir d'y répondre. C'est mon collègue Patrick Vigneault que vous voyez derrière l'image Open Mic qui prendra les questions live de tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vous propose que l'on commence ce panel. Donc, importance des logiciels d'affaires, surtout dans le cadre d'une transformation numérique d'entreprise. On a la chance d'avoir 4 experts invités qui ont accepté notre invitation. Merci beaucoup de l'avoir fait. Je commencerai par la seule et unique femme que nous avons sur le panel, Pascale Ouimette, qui est responsable des activités préventes de solutions pour Beyond Technology. Patrick Chavary, qui est vice-président chez ThinkMax, responsable de la satisfaction de la clientèle, du développement des affaires et des alliances stratégiques. Martin McNichol, qui est président de Guru Solutions et également auteur d'un livre intitulé Scale Up Your Business with Cloud Technology. Et Alix Muller, qui est président de chez Fidelio. Donc, à vous quatre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Stéphane. Merci. D'entrée de jeu, je vous propose qu'on mette la table, tout simplement, puis qu'on adresse c'est quoi un logiciel d'entreprise. Donc, peut-être à tour de rôle, essayez de nous donner chacun d'entre vous votre définition de ce qu'est un logiciel d'entreprise. Est-ce qu'il existe une classification des logiciels d'entreprise? Comment est-ce qu'on doit aborder ça? Et puisque effectivement on a la chance d'avoir une femme parmi nous, on commencera de façon très, très polie par Pascale. Donc, Pascale, je te laisse la parole. Excellent, merci beaucoup Stéphane. En fait, un logiciel de gestion d'entreprise, c'est un logiciel qui permet l'automatisation des processus à faire de bout en bout, donc end-to-end. C'est un logiciel qui permet d'intégrer toutes les fonctions de votre entreprise, donc que ce soit des finances, des achats, des ventes, de la production. Et selon le degré de profondeur de la solution, il y aura aussi d'autres fonctionnalités, d'autres modules comme la maintenance, la gestion d'entrepôt, comme un warehouse management system, la gestion du transport, etc. Donc, mais ça, c'était surtout la définition, en fait, d'un ERP à l'intérieur de vos 4 murs. Donc, maintenant, quand on parle aussi de logiciel de gestion d'entreprise, on veut extrapoler ça avec nos fournisseurs par des plateformes de collaboration, avec les clients, avec des plateformes transactionnelles B2B, B2C, avec les machines, avec le IoT et avec les employés, donc gestion des talents, la paie, etc., mais aussi pour offrir une expérience unique ou intéressante là, pour vos employés, pour qu'ils aient la même expérience à la maison qu'au travail. Donc, je dirais que c'est un peu ça ma définition à moi, Stéphane. Les autres, j'imagine que vous êtes en accord avec cette définition. Oui, puis pour enchérir ce que Pascal dit, il y a un écosystème de fournisseurs dans les ERP ou les logiciels de gestion intégrés. Là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs de ces fournisseurs-là qui vont offrir aussi des solutions qu'on peut appeler verticales ou par industrie. Donc, vous pouvez avoir un ERP, ce qu'on pourrait dire vanille. Et là, il y en a beaucoup d'autres qui vont dire, bon, mais vous êtes une compagnie de services professionnels. Voici une version spécifique pour les compagnies de services professionnels, spécifique pour les compagnies de manufacturing, spécifique pour les distributeurs. Puis après, d'autres qui permettent une customization, pour utiliser un mot français, là, donc une configuration du logiciel pour faire des modèles d'affaires qui, eux, sont hybrides avec
plusieurs de ces composantes-là. Puis avec ça, Martin, aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que Pascal a défini, toi, tu as un peu micro-verticalisé ces choses-là, mais après ça, on pourrait aussi parler des gammes de logiciels. Tu sais, à travers ça, on parle tout le temps des logiciels de tiers 1, tiers 2, tiers 3, ou mieux connus sur des logiciels d'entrée de gamme, des logiciels de gamme intermédiaire et avancée, en soi, qui est une autre définition au niveau de ces produits-là. Puis souvent, ce qui va faire la différence, on peut penser à la richesse fonctionnelle, le niveau de sophistication de ces produits-là. Quoique un bon logiciel d'entrée de gamme, très micro-verticalisé, Martin, comme tu le dis, peut avoir un élément extrêmement riche en fonctionnalité, mais souvent, les logiciels d'entrée de gamme versus moyenne de gamme et haut de gamme, c'est cette notion-là d'unification, d'intégration que Pascal, je pense aussi, elle nous a mentionné à travers cette chose-là. Tu sais. Et aussi, plus, dans le fond, on cherche une gamme plus sophistiquée, on peut penser aussi aux besoins de l'entreprise. Tu sais, il y a des entreprises où j'étais avant qui combinaient des besoins de fabrication à base de recettes, à base d'assemblage. Il y avait de la recherche et développement, il y avait la gestion des entrepôts. Donc, plus on s'en va vers un logiciel, je dirais, plus haut de gamme, ce n'est pas le bon terme, mais c'est probablement plus sophistiqué en fonctionnalité et plus intégré. Je pense que c'est une autre façon aussi qu'on pourrait définir les logiciels d'entreprise. Je pense que oui, effectivement, tout a été dit. Je pense que dans tout ça, l'important, peu importe la taille de l'entreprise ou peu importe la gamme de logiciels que vous choisissez, je pense que l'important, c'est l'intégration, qui est vraiment le mot-clé là-dedans. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'intégrer l'ensemble des processus de l'organisation dans une solution, ce qui va nous permettre finalement d'améliorer la coopération entre l'ensemble de l'équipe et surtout de nous donner un accès à une information de gestion plus pertinente en temps réel qui va permettre à l'organisation d'avoir les moyens de prendre des décisions et de gérer sa croissance et son évolution. Donc, effectivement, on va y revenir sur l'importance de l'intégration parce que oui, c'est une clé de voûte dans un projet réussi. Mais là, j'étais en train de me demander, ce que vous venez de dire aujourd'hui, je me demandais, c'est est-ce qu'il y a 5 ans, vous auriez tenu le même discours? Puis, dans 5 ans, est-ce que vous allez tenir le même discours? Le monde des logiciels d'affaires évolue à vitesse grand V. Puis, j'étais en train de me demander, est-ce que vous avez une vue ou une vision de où ça s'en va dans les 5 prochaines années, histoire de donner une longueur d'avance à ceux qui nous écoutent présentement? Oui, puis Stéphane, il y a un trend là, qu'on a vu grandir rapidement, qui est le cloud, hein, pour utiliser le terme. Donc, le cloud a vraiment commencé à changer le portrait des applications ERP et de la façon qu'on les consomme, ces applications-là. C'était traditionnellement, puis on va parler là, d'il y a 15 ans, là, où il y a un changement qui s'est amorcé et qui a continué depuis, où on le voit maintenant. Donc, les gens veulent être capables de consommer ou d'utiliser le logiciel en mode cloud, c'est-à-dire que je peux utiliser mon téléphone, un iPad, un PC, un Mac, une tablette, ce n'est pas important. Donc, ça, c'était un des gros trends qui a commencé, je vous dirais, il y a 15 ans, qui maintenant est en pleine vitesse. Donc, je ne vous dirais pas que c'est un trend du futur, mais je crois qu'il va rester, ce trend-là. Et puis, moi, je pourrais attendre mes autres panélistes sur le sujet, là, puis je reviendrai par la suite sur d'autres trends qu'on voit là, qui s'en viennent. Moi, je dirais, Martin, là-dedans, puis je trouvais ta question, Stéphane, intéressante, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pense dans 5 ans? Je pense que la définition des logiciels d'entreprise sera toujours ce qu'elle est. Mais je pense qu'on va assister, comme Martin, tu l'as dit, à une transformation. Puis le phénomène du cloud, pour moi, ce qui le fait et ce que je vois comme une tendance des 5 prochaines années, c'est la simplification. Simplification au point de vue de comment on déploie une solution, comment on gère une solution en soi. Et ce que ça a créé, c'est que tout s'est accéléré, tout s'accélère. Donc, ça veut dire qu'on peut accélérer aussi un plan d'acquisition d'une entreprise grâce à le cloud ou l'info nuagique. On voit aussi que dans les tendances des 5 prochaines années, le cloud a accéléré la transformation des entreprises parce que c'est plus facile, plus simple d'une certaine façon. Mais également, c'est que les éditeurs logiciels, ça simplifie beaucoup l'enrichissement des produits et des plateformes. Parce qu'avant, on faisait des migrations ou des projets de mise à niveau technologique en soi. Puis là, c'est plus des mises à jour que l'on fait au cours de ces éléments-là. Pour moi, la chose aussi que dans la transformation en soi, puis Martin t'a encore dit le cloud en soi, pour moi, l'autre, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me souviens tout le temps, pour ceux qui, dans l'an 2000, ont vécu ce facteur-là, on avait des serveurs, on avait des applications, on avait des applications ERP, CRM, de gestion des entrepôts en soi. Puis,
là, on se cassait la tête à intégrer. Et je trouve, moi, que la tendance des 5 prochaines années, c'est qu'on va avoir une interopérabilité au niveau des systèmes, puis au niveau de l'intersystème. Puis même s'ils ne sont pas faits par les mêmes éditeurs logiciels, je pense que la tendance actuellement, c'est cette simplification en arrière-plan. Moi, j'aime utiliser l'expression, c'est comme un App Store. Donc, les gens ils sont dans leur application, indépendamment là, du fournisseur, là, et ils ont une panoplie d'applications qui peuvent connecter, des fois avec plus ou moins de travail, tout dépendant de l'intégration des applications. Et la dernière chose, Stéphane, c'est l'intelligence artificielle. Donc, puis c'est un terme, je crois, qui est utilisé d'une façon trop large, souvent par les médias. Mais ce que ça veut dire dans un contexte de logiciel de gestion intégrée, là, de ERP, c'est une machine à prédire, un prediction machine. Donc, c'est là où on s'en va avec la quantité de données. Donc, les gens appellent ça big data, mais ça veut dire que tous les données que nos clients génèrent ou qu'on génère par nos transactions, ça, c'est une quantité de données. Et les engins aujourd'hui sont assez poussés pour nous aider à faire des prédictions, donc nous aider dans la gestion de nos entreprises. Et là, ce qu'on va voir, c'est que de plus en plus, les manufacturiers de logiciels intègrent et vont continuer d'intégrer d'une façon beaucoup plus poussée ces engins de prédiction-là, ces algorithmes-là, puis je vais réutiliser encore intelligence artificielle, pour aider les gestionnaires dans les opérations de leurs entreprises. Donc, vous pouvez vous attendre à ça dans le futur, de voir ces engins-là disponibles indépendamment des rôles, que ce soit aux achats, aux ventes, à la comptabilité, au groupe M&A, pour aider ces gens-là dans leur travail. Puis ça, c'est déjà disponible. Là. Il y a déjà beaucoup fonctionnellement l'appareil des factures avec des paiements, des chèques, des outils de machine learning qui fonctionnent depuis quelques années déjà. Là. Moi, ce que j'ajouterais là-dessus, comme tu le disais, Patrick, simplification, agilité, rapidité. Puis j'aimerais peut-être apporter des exemples business qu'on a vus parce qu'on sait que la compétition, elle est très, très forte. Nous, on a un client, une PME, qui a déployé un site B2C qui est complètement intégré à Walmart. Puis, quand un client, par exemple, mettons en Alabama, passe une commande, la commande est automatiquement entrée dans le système du client et la première personne qui va toucher à cette commande-là, c'est la personne qui va aller cueillir l'item en entrepôt pour l'expédier. Donc, on a changé complètement le modèle d'affaires pour prendre avantage de notre situation géographique par rapport à l'Asie, par exemple. Donc, en simplifiant les processus d'affaires, comment ils sont dans l'entrepôt, mais on arrive à déployer des processus, puis à supporter le changement de modèle d'affaires et de stratégie rapidement, sans avoir à revoir, à lancer un RFP ou aller déployer une nouvelle solution, brancher une nouvelle solution. Donc, il faut avoir une solution qui va être capable de suivre l'évolution et notre stratégie. J'ajouterais peut-être qu'on parle de transformation numérique parce que c'est dans le titre de notre sujet. On pense souvent à un site transactionnel B2B, B2C, mais en fait, c'est pas seulement que ça, une transformation numérique, parce que on le sait tous comme consommateurs, quand on a une mauvaise expérience en B2C, souvent, c'est une perte fatale de ce client-là. Donc, et comme entreprise, on n'a plus une personne qui va essayer de parler au client. Il n'y a plus quelqu'un en magasin. Donc, il faut s'assurer qu'avoir une plateforme transactionnelle numérique B2B, B2C, c'est une fenêtre sur vos opérations. Donc, s'il y a une problématique sur l'inventaire, le pricing, les dates de livraison, bien, il faut, il faut que les processus soient vraiment bien connectés, sinon ça va être de l'argent dépensé pour rien et ça ne sera pas très payant d'avoir développé ces opérations-là. Et souvent, les clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir de l'inventaire qui va être mis de côté juste pour le site transactionnel. Et là, bien, on vient gruger dans les marges, on vient gruger dans la profitabilité. Donc, tout ça pour dire que pour être compétitif, il faut être agile, il faut que, puis plus ça va aller, puis on le sait que ça va vite, comme tu le disais, Stéphane, en entrée de jeu, l'évolution des systèmes informatiques et des besoins en informatique, ça évolue rapidement. On le voit avec Amazon. Moi, j'adore acheter québécois et je trouve que c'est génial, les compagnies au Québec, mais
commander sur Amazon en 2 clics et le recevoir 2 jours plus tard, c'est fantastique, là. Donc, et ça, c'est parce qu'eux ont mis les outils, les systèmes d'information au cœur de leur stratégie. Et c'est pour ça, Patrick, je pense que tu faisais la mention tout à l'heure, il faut investir toujours pour se garder à jour parce que c'est plus un mal nécessaire d'avoir une plateforme, d'avoir un ERP. C'est vraiment un outil stratégique pour suivre la stratégie rapidement puis prendre position au niveau commercial, au niveau compétitif. Peut-être pour finir, Stéphane, je dirais, pour continuer sur la partie cloud que Martin a amené, il y a un nouveau trend dans l'industrie qui est le SaaS, qui est le Software as a Service, et qui permet aussi de revoir le modèle dans lequel on peut intégrer un logiciel d'entreprise dans son organisation. Il ne faut pas sous-estimer la simplicité que ça peut avoir de ne pas avoir à investir dans une infrastructure informatique technique, d'avoir à mettre ça en place. Et ce système de SaaS permet à une organisation vraiment d'avoir beaucoup plus de flexibilité, que ce soit dans le fond au niveau du nombre de licences versus son évolution dans le temps, ou même si elle avait à changer son modèle d'affaires en cours de route, bien, elle va être capable d'adapter cet applicatif-là beaucoup plus rapidement à sa réalité. Et donc, ça amène finalement l'acquisition d'un logiciel d'entreprise, quelque chose de beaucoup plus facile pour les organisations aujourd'hui, et même encore plus dans le futur. Et Alex, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qu'on voit, c'est que pour ceux qui sont familiers avec le concept de Disruptive Technologies, on a vu ces types d'applications-là depuis 10 ans apparaître pour les petites compagnies. Maintenant, c'est disponible aux PME et les grandes entreprises commencent seulement à voir le modèle SaaS être implanté par leurs besoins qui sont souvent spécifiques ou très particuliers pour leur échelle ou pour la complexité de leur organisation. Donc, ce qu'on voit, c'est que le cloud est un outil qui aide les plus petites entreprises au début à vraiment s'implanter dans le marché puis avoir un avantage compétitif au niveau des systèmes par rapport aux grandes entreprises, là, aux multinationales. Hey, Stéphane, est-ce Oui. qu'il me reste du temps pour ajouter un point ou comment on est là-dedans? Vas-y. En plus, j'ai une autre question à vous poser par rapport à tout ce que vous venez de dire. Vas-y, Patrick. Parce que j'écoute, puis ta question est intéressante parce que je pensais à quelle est la définition d'ici 5 ans de ce qu'il y en est. Puis je pense qu'on a tous bien décrit des logiciels de gestion d'entreprise qui focusent sur des bonnes pratiques d'affaires, sur un aspect transactionnel ou analytique. Mais moi, je pense qu'une des tendances des 5 prochaines années en soi, c'est que on va voir une démocratisation des plateformes technologiques. On va parler de logiciels, mais assisté par la puissance d'une plateforme, de façon à pouvoir automatiser des processus qui ne sont pas traditionnellement faits par des systèmes ERP, CRM ou de gestion d'entrepôt. Le phénomène du COVID, de la COVID, a fait beaucoup, a démontré cet élément-là où on a dû penser à du paperless, à une approche où maintenant on veut numériser des processus qui parfois peut être relié à un système clé ou un système transactionnel en soi, qu'on appelle souvent le Book of Record, le système fondamental. Mais moi, je pense que dans les 5 prochaines années, la définition pourrait évoluer. En plus d'avoir un logiciel, ça va être une notion de plateforme pour venir enrichir toutes les autres composantes de façon à éviter cette manipulation manuelle de données. Alors, je pense qu'il y en a une autre, ça, Stéphane, qui s'en vient d'ici les 5 prochaines années. Exact. Puis entre autres, le processus d'achat. Le processus d'achat est encore hyper manuel. On a un professionnel, un acheteur qui va envoyer son PO en fonction de ses dates de livraison. Là, le fournisseur va dire « Ah non, je ne peux pas pour le 20, je peux pour le 22. » La personne va aller rentrer ça dans le système. Il y a moyen de mieux collaborer sur ces informations-là. Il faut que les systèmes se parlent pour éliminer ces tâches-là répétitives à non-valeur ajoutée où 2 systèmes pourraient revenir sur la bonne date et l'acheteur peut se concentrer sur des réductions de coûts et une notion plus stratégique, en fait. Mais là, ce que j'entends dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'avec le temps, il y a eu une certaine simplification, on va dire, à l'accès des logiciels d'affaires, à l'implantation même éventuelle et à l'utilisation. En revanche, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une multiplication des possibilités que les logiciels d'affaires amènent au sein d'une entreprise. Puis là, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on a simplifié d'un côté pour complexifier de l'autre? Est-ce que la multiplication des possibilités rend les entreprises encore timides à adopter les logiciels d'entreprise? Bonne question. Je ne le crois pas. Okay. Moi, je ne le crois pas parce que
ces options-là peuvent donner des options, je vous dirais, faciles selon les besoins des entreprises, que moi j'appelle vraiment une approche là, de scrap and replace, où vous pouvez avoir votre core. Là, on parle tous d'un logiciel de gestion intégrée ou un ERP qui est le core, le book of record, comme Patrick le disait bien. Puis après, quand il y a une solution RH, par exemple, qui des fois peut être intégrée ou des fois, ils n'ont pas besoin tout de suite, mais ils peuvent aller de l'avant puis mettre en place une solution RH ou une solution de distribution ou autre qui est parfaite à ce moment-ci. Et dans le futur, la remplacer par une solution plus complexe à mesure que les besoins avancent. Donc, les entreprises se retrouvent avec des solutions qui sont plus flexibles, qui leur permettent de croître dans le temps sans avoir je vous dirais, à faire un commitment là, ou s'engager maintenant pour 15 ans dans un logiciel qui est quand même assez fermé. Donc, cette ouverture-là, cette interopérabilité-là qu'on parle depuis le début, très clé dans les logiciels de gestion intégrée et du futur de l'écosystème. Puis Martin, là-dessus, tu as parlé, pour moi, c'est le terme important, c'est l'interopérabilité, la simplification en arrière-plan. Moi, je pense qu'on a là-dessus, Stéphane, une apparition de micro-applications en soi qui sont très, très spécialisées. Mais ultimement, ma prédiction du cloud, ce n'est pas encore tout à fait là, mais c'est que c'est le défi qu'on a, c'est comment les données maîtresses se parlent entre elles. Comment est-ce qu'on simplifie le transfert d'un dossier dans une application, Martin, comme disait, en ressources humaines, puis qu'après ça, on la transfère du côté, mettons, des commis à la réception au niveau des compétences. Pour moi, c'est l'unification des données qui serait le défi aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement l'apparition de plusieurs applications spécialisées en soi. Et ma prédiction là-dessus, c'est que le cloud ou l'info nuagique, l'approche, va simplifier. On appelait ça avant des API en soi, là, donc des protocoles d'intégration en soi. Moi, ma prédiction, c'est que ce phénomène-là va être réglé par une façon simple d'unifier une donnée maîtresse en arrière-plan. Puis, ça va être une base pour l'organisation d'installer, dans le fond, cette base-là dans l'organisation et de continuer son évolution en y intégrant, que ce soit des sites de commerce électronique, que ce soit des espaces clients, que ce soit un CRM pour ses représentants, que ce soit finalement une plateforme pour ses fournisseurs. Donc, c'est vraiment, ça ouvre une porte à l'entreprise aujourd'hui pour aller plus loin au niveau du numérique. Puis moi, je pense que c'est notre rôle comme intégrateur d'aiguiller nos clients, de définir la bonne étendue de projet, parce que c'est sûr, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut prendre ça par petites bouchées. C'est ça, c'est à nous de faire profiter nos clients de notre expérience. Pour la majorité de nos clients, ça va être la première ou la deuxième fois qu'ils vont déployer un ERP. Puis, ça touche à plein de gens. La gestion du changement est hyper importante. Et il y a un maximum de changements qu'une entreprise peut prendre à la fois aussi. Donc, tout ça dans l'analyse, puis quand on détermine de quelle façon on va déployer une solution, mais il faut mettre tous ces éléments-là en perspective pour s'assurer d'un succès. Parce qu'au bout de la ligne, là, tout le monde, on ne se le cachera pas, le Québec, surtout au Québec, le Québec, c'est petit, on veut avoir des succès. Puis, quand on implante, on se met dans la peau aussi. Là. Ben, moi, j'étais VP Manufacturing. Là. C'est comme ça que je voudrais que ça fonctionne. Puis, c'est là qu'il y aurait de la valeur aussi. Il faut prendre en considération également. Entièrement d'accord. Puis, j'aimerais d'ailleurs vous entendre parler sur comment vous voyez justement l'importance du rôle de l'intégrateur dans le cadre d'une transformation d'entreprise. Parce que là, on comprend que le logiciel a une importance stratégique, le logiciel d'entreprise, le choix du logiciel stratégique, c'est-à-dire l'alignement avec la stratégie de l'entreprise, avec l'architecture de l'entreprise, ce qu'un Talsom fait au quotidien est aussi important, mais le rôle de l'intégrateur dans tout le processus de transformation numérique d'entreprise est également important. Donc là, Pascal, tu viens de commencer à aborder ce point-là. Les autres, j'aimerais ça vous entendre aussi sur cette importance du rôle de l'intégrateur. Moi, Stéphane, je vois vraiment ce rôle-là comme un partenariat. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'être un partenaire, c'est d'être capable d'accompagner l'entreprise dans sa transformation numérique. Donc, c'est important pour l'entreprise d'avoir un partenaire qui a l'expertise, que ce soit au niveau technique, au niveau du développement spécifique, au niveau de la gestion de projet, qui va pouvoir, dans le fond, l'aider dans la mise en place de ce logiciel-là, dans l'intégration peut-être des processus particuliers de l'entreprise, ainsi bien évidemment que dans la gestion du changement, qui est quand même une des parties très clés de ce projet d'implantation logicielle.
Donc, le fit, il n'est pas juste technologique. Ce que tu es en train de dire, c'est que le fit, il est aussi au niveau humain. Il est au niveau humain et il est aussi au niveau de l'expertise du domaine d'affaires. Tout à l'heure, Martin a parlé de plein de logiciels spécifiques. Donc, c'est important de connaître ou d'avoir un partenaire qui va pouvoir vous aider dans un domaine d'affaires spécifique, donc qui connaît votre réalité, qui connaît finalement vos besoins, qui est capable du moins de travailler avec vous à bien définir vos besoins et qui a bien sûr de l'expertise ou de l'expérience dans ce domaine d'affaires-là pour vous aider à progresser plus tard dans une phase 2, dans une phase 3, dans une phase 4 pour continuer finalement la mise en place de cette application-là et peut-être l'intégration d'autres solutions à votre système de gestion. Et cette relation de confiance-là, elle est très importante parce que puis comme Pascal l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on commence un projet comme ça, de guider notre client par la gestion du changement et aussi les aider. Puis la gestion du changement, c'est dire, OK, c'est intéressant, là, depuis 15 ans, vous utilisez votre système, vous faites les commandes de cette façon-là. Mais si vous le faites juste un petit peu à gauche, là, ben, vous allez être pareil comme 99% des autres compagnies qui font ce travail-là, qui font dans la même industrie que vous et qui va vous sauver du temps. Puis, on peut penser, là, plusieurs d'entre nous, on est des routiers, là, il y a 25 ans, là, on passait des fois 5-6 mois juste avec les personnes clés du client pour déterminer les processus d'affaires. Aujourd'hui, une intégration d'un système, on dit, mais regardez, là, le CRM, les ventes, la gestion de la distribution, il y a plein de choses qui arrivent, comme on dit en anglais, de out of the box. Ça fonctionne tout seul. Comment on guide nos clients pour les aider à avoir le plus de valeur le plus rapidement possible avec la plateforme existante pour ne pas tomber à reproduire, si on veut, les systèmes qu'ils avaient avant. Ce n'est pas ça qu'on veut, on veut les aider à changer. Donc, gestion du changement, accompagnement, super important. Pour moi, de mon côté, Stéphane, un intégrateur, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Et je vais m'expliquer là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rester. On est là pour... Puis tout ce qui a été dit par Alix en soi, puis par Martin également, j'adhère entièrement à cet élément-là en soi. Par contre, ou en complément à ça, je dirais plutôt, c'est que je pense que notre rôle, c'est de challenger les modèles d'affaires, de challenger l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse grandir. Je pense à des processus d'affaires, je pense à des méthodes de faire. Je pense aussi qu'on est là pour conseiller les gens à quel est le meilleur chemin à entreprendre dans les phases. Pascal, tu as parlé de différentes phases, l'approche ces choses-là en soi. Je pense que c'est notre rôle de faire cette chose-là pour aider les entreprises à se démarquer, puis de revenir au fondamental ou à la priorité des choses. Alors, pour moi, je vois notre rôle comme étant un catalyseur important durant le projet pour que l'entreprise s'améliore, qu'elle emploie des bonnes pratiques d'affaires en soi et que par la suite, on devient un conseiller sporadique sur le programme, la transformation en soi à venir. Les autres, Alix ou Pascal, peut-être que tu voulais rajouter d'autres points par rapport à ce que tu avais dit? Ben, je pense que moi, je pense que en gros, c'est ça, la gestion du changement, leverager les best practices, les connaissances de l'industrie, parce que souvent, on est spécialiste en industrie. Donc, s'assurer et challenger le client là, sur les façons de faire et travailler ensemble, en fait. Il y a, dans le chat, il y a un commentaire qui a été mis par Pierre Moreau qui dit que le partenaire, c'est-à-dire les intégrateurs, se doivent aussi de challenger les processus de l'entreprise. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Vous faites signe de la tête? Oui. Je dis oui, Stéphane. Pas Pierre. Parce que... Non, c'est ça, mais la réponse est oui, puis c'est un peu ce que je disais, Stéphane, en soi. C'est pour moi, c'est le rôle, puis un intégrateur ou un partenaire doit œuvrer aux 3 plans, c'est-à-dire au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Il faut être capable de comprendre les objectifs, la vision de l'entreprise, parce que ça, pour moi, c'est la pierre angulaire d'une justification de projet. Après ça, il faut ramener ça sur le plan tactique et opérationnel. Puis, c'est notre rôle, dans le fond, c'est notre métier. Hein, implanter ça, implanter des systèmes, conseiller nos gens. Et donc, je pense que c'est notre rôle.
aussi, il faut déterminer avec le client son degré de propension à cette transformation-là en soi. Tu sais, les clients disent tout le temps qu'ils sont uniques en soi. On en a, je pense, les 4 panélistes vus. Là, je vois Pascal qui a un sourire là-dedans. Donc, ils sont prêts à changer, right, Patrick? Tout le monde est prêt à changer. Oui, c'est ça. Exactement, Martin. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit par un de nos participants. Parfait. Je vais y aller avec une question un petit peu méchante. Je suis désolé. Souvent, les projets d'implantation de logiciels d'entreprise ou d'affaires sont perçus comme complexes, avec des budgets qui augmentent à la vitesse où l'échéancier, lui, recule en termes de date d'implantation. Bref, c'est souvent perçu comme c'est ça, complexe et difficile pour les entreprises. Il y a fort probablement, puis je vais vous demander de m'en parler, des facteurs de succès qui font qu'un projet va bien se passer, va respecter le budget, va respecter l'échéancier, va respecter les requis prévus initiaux. J'aimerais ça que vous parliez des facteurs de succès. Est-ce que ça serait possible? Stéphane, j'embarque, si vous me permettez, aux autres là-dessus. Je pense que depuis le début de l'événement OpenMic, on parle beaucoup de la technologie, de la définition de ces choses-là en soi, Stéphane, qui, à mon avis, c'est probablement 30% de l'équation de succès dans le cadre d'un projet. Le restant, de 70 à 80%, c'est le partenaire et le client en soi qui détiennent, à mon avis, tous les éléments de succès. Bien entendu, on pourrait penser de facteurs de succès clés. Puis il y en a 5 que j'aimerais penser. Il faudrait que tu me dises combien de temps que j'ai, Stéphane, parce que probablement qu'on pourrait prendre tout le temps par rapport à ça. Je gérerai, vas-y. Parfait, merci. Donc, pour moi, un des premiers facteurs de succès, puis je pense qu'on en a parlé tantôt, l'équipe en a parlé aussi, c'est définir le pourquoi et toujours avoir le pourquoi en tête. Et je m'explique. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on fait un projet de transformation numérique? Pourquoi est-ce qu'on considère des plateformes d'entreprise? Pour moi, c'est la justification maîtresse et il faut toujours s'en souvenir parce qu'autrement, on a probablement tous eu l'expérience de construire une maison. Souvent, je pense qu'un projet d'implantation de système en soi, il y a le phénomène du temps qu'à y être. Et pour moi, de toujours se rappeler pourquoi la justification du projet est une façon de s'ancrer sur cette démarche-là en soi. Le deuxième facteur de succès qui me vient en tête, c'est probablement l'approche par étapes. L'approche souvent que j'appelle parapluie, Stéphane, cette notion-là où on y va étape par étape et ensuite on a l'ensemble de l'œuvre ensemble. Et ça veut donc dire qu'on peut emprunter des principes de time to value. Cette notion-là où on factorise la rapidité, pas la qualité, mais bien le facteur temps de façon à bénéficier des fruits ou du retour sur investissement de ce qu'on est en train de faire comme projet de transformation numérique. Il y a un de mes collègues qui m'avait déjà parlé de cette notion-là de crawl, walk, run. Puis moi, j'ajouterais le fly, qui est cette notion-là, un peu, Pascal, comme tu disais, tu sais, travailler avec tes partenaires, tes clients en soi. Et donc, le deuxième facteur pour moi de succès, c'est cette notion-là d'une approche par étape. Ce que je dirais peut-être toujours dans celle-ci, puis je pense qu'on en a parlé un peu, je ne me souviens pas si c'était Martin ou Alex qui avait fait ça, mais il faut aussi penser que une transformation numérique, c'est un programme. On peut penser dans l'aéronautique ou dans le secteur de la fabrication où il y a des programmes d'amélioration continue. Et pour moi, Stéphane, cette notion-là de quand on fait un projet technologique, cette étape-là, il faut le voir de dire, ce n'est pas ma première phase qui est l'aboutissement de l'ensemble de l'œuvre. Et donc, cette approche-là, étape par étape, nous permet de voir que je peux faire une phase 1, une phase 2, phase 3 et de considérer ça comme faisant partie d'un programme ou un programme d'amélioration continue en transformation numérique. Probablement le troisième facteur que je dirais, c'est la notion de l'implication du client. Puis j'expliquais d'entrée de jeu que probablement, en fait, pas probablement, mon expérience dit que 70 à 80 c'est cette qualité, ce fit culturel. Puis on a parlé un peu de comment choisir son intégrateur. Mais pour moi, c'est cet élément-là, cette équation-là qui fait le succès. Mais du côté du client, le client doit dédier les meilleures ressources au projet. J'ai dit 2 mots là-dedans. Un, c'est dédier. Et deuxièmement, c'est les meilleures ressources. Puis je dis tout le temps que des projets de transformation numérique, c'est comme d'aller chez le dentiste. Puis probablement qu'il y en a qui adorent le dentiste. Pour moi, ça ne marche pas, là, mais c'est comme enlever 4 dents de sagesse et faire une greffe de gencive en une journée.
en soi. Donc, Tu parles moins ça bien fait d'après mal. la journée. C'est ça, exact. Mais ça fait mal, hein, dans le fond. Puis quand je dis ça fait mal, c'est temporairement parce qu'on vise à se transformer, on vise, dans le fond, un objectif qu'on s'est doté. Donc, il faut dédier les meilleures ressources en place. Puis il y a différentes stratégies de remplacement des ressources. En soi, il y a certains des projets qu'on a fait où les gens pensaient d'embaucher une ressource externe, les mettre dans le cadre du projet sur une fonction maître, fonction critique. L'objectif, c'est qu'on collabore ensemble et cette collaboration-là va aussi favoriser ce que j'appellerais un bon transfert de connaissances pour que, dans notre phase temporaire de projet, que le client devienne autonome. Puis, Je pense. puis Oui, Patrick, Martin. c'est là où ça dérape. Là. La majorité des projets là, où on l'entend, puis je ne dirais même pas, on pense qu'on a toutes là, des cicatrices dans le dos, là, comme on disait, mais puis on le voit dans la documentation, dans l'industrie, la majorité du temps où ça dérape, ce n'est pas la technologie, le problème. Ça se peut, mais c'est très minime. Souvent, c'est, comme Patrick l'a dit, ce n'est pas la bonne équipe ou des gens avec des objectifs qui sont différents de l'objectif initial. Donc, vous allez avoir des grands projets avec des gens dans un département qui, eux, vont décider d'amener le projet dans une autre direction. Et si ce n'est pas bien géré, cette gestion du changement-là, puis des fois, pour des raisons politiques, ça prend une autre tendance. Et on l'a dit, les temps qu'à y être embarquent. Et tout d'un coup, un projet l'objectif était par exemple de fermer les périodes plus rapidement parce qu'on veut aller public, puis que ça se fasse une semaine après la fin du mois ou du quart. On se rend dans un projet CRM qui est interdépendant avec le reste. On a manqué notre objectif et c'est là, la plupart du temps, puis je donne juste cet exemple-là, il y en a plein. Donc, la gestion des temps qu'à y être, la gestion du scope et cette collaboration-là entre le A-team du client et l'équipe d'intégrateurs pour atteindre des objectifs. Ça, c'est l'aspect humain, là, on ne peut pas mettre assez l'emphase là-dessus. C'est un projet qu'on fait ensemble avec le client. On ne fait pas ça pour le client. Puis l'engagement de la direction dans l'entreprise, c'est eux que quand il va... Parce que c'est sûr là, que ce qu'on va avoir défini au début, puis en cours de route, il peut avoir des exceptions, mais il faut toujours se ramener à le pourquoi on fait ça, puis d'avoir l'engagement du client pour dire oui, on le fait, non, on ne le fait pas, tout au long du journey, du chemin. Et un autre petit point, mais dont tellement important, les données maîtres. On n'en parlera jamais assez, on le dit depuis le début. C'est un projet d'intégration de processus d'affaires. Si les données maîtres ne sont pas nickel, comme diraient les Français, mais en fait, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté quand on va aller live, comme on dit dans notre... Comme diraient les Québécois. Oui, c'est ça. Donc, Donc, Pascal, on se connaît tous ici, là, on est dans la même industrie, on est au Québec, puis souvent on compétitionne avec des intégrateurs qui sont à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Là. Et souvent, c'est cette phase-là de data conversion, comme on l'appelle, de la conversion de données du vieux système et du nouveau système. Les gens vont complètement le mettre, puis ils vont dire, ben voici le coût de votre implantation. Et souvent, ça va être une grosse partie, des fois un 15-20 du prix du coût du projet va être cette transition-là vers un vieux système AS400, vers un système cloud ou une base de données moderne. Et les gens vont le mettre et ils vont dire, bon, vous allez prendre la responsabilité, monsieur, madame client, de faire ce travail-là. Et souvent, on va les récupérer par la suite. Hein. Combien de fois on reçoit un appel, le projet, ça fait 6 mois qu'il est en cours. Ces gens-là nous appellent, on est des intégrateurs locaux, puis on dit, ben, on n'a pas entendu parler du projet, ils ne nous ont jamais appelé. Ils avaient un prix qui était bas, avec une garantie de succès quelconque. Et là, nous, on arrive par la suite. Et cette phase-là était souvent celle qui était sous-estimée et qui prend énormément de temps. Ça ramène au point des ressources. Il ne faut jamais oublier que dans l'intégration de l'applicatif, les mêmes ressources qui vont travailler dans l'organisation sont les mêmes ressources qui font, dans le fond, ou qui opèrent l'organisation. Donc, c'est vraiment là encore plus important de bien définir son projet et de ne pas voir ça comme un projet d'une seule phase, mais bien un peu comme Patrick le disait, d'une amélioration continue dans le temps. Il faut être capable finalement d'utiliser au maximum les ressources et de pouvoir continuer, dans le fond, de faire évoluer le système dans le temps sans prendre tous les risques d'un seul coup. Et Stéphane, juste, ce que je dirais aussi, en écoutant ce qu'on a dit depuis le début, je rajouterais, avec ce qui a été dit, 2 autres facteurs de succès. Celui que je prendrais, ce serait leadership et gouvernance. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'un projet de transformation numérique, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est une affaire d'entreprise en soi. Et plus il y a un alignement dans la direction
du sponsor exécutif en soi, du comité de direction de projet en soi, plus ça facilite des choses. Parce que ça veut dire que l'entreprise a un alignement, aligné sur tout ce qu'elle voit au niveau du pourquoi en soi et une implication de tous, mais principalement de l'exécutif qui donne sa directive. Ça va faire en sorte qu'un projet va être davantage un succès que moins, Stéphane, dans les éléments que tu nous as mentionnés d'entrée de jeu. Le deuxième, c'est la notion de la gouvernance. Puis je pense qu'on a discuté de la gestion de l'étendue de projet, les dépassements. Une des choses qu'il faut comprendre et accepter, c'est que les projets de transformation numérique, on gère des risques. Comme intégrateur, partenaire et client, on gère des risques et on veut mesurer l'impact d'un risque et de déterminer d'avance, si le risque se matérialise, comment est-ce qu'on va le mitiger ou comment est-ce qu'on va l'atténuer. Et ça, je dirais, pour moi, c'est un autre élément important de facteur de succès. Et le dernier, non le moindre, puis je ne me souviens pas qui l'a dit dans les panélistes au tout début, mais c'est la gestion du changement. Je veux dire, on peut parler d'un alignement exécutif, on peut parler d'une justification, mais il faut penser aux gens. Puis la transformation, bien, ça bouscule en soi. Donc, il faut penser à comment on aligne, comment on active l'entreprise et les gens, comment aussi on les mobilise à ce qui est en train de se faire, le pourquoi de ce projet-là, puis de comment ça va positivement changer ce qu'ils font aujourd'hui et tout en venant à la justification. Patrick, tu n'as pas vu, il y avait une question dans les Q&A. Non, exactement. Stéphane, je ne veux pas faire ta job. Non, vas-y, lis-le. Renforce ton point. C'est les mêmes gens, souvent, dans une PME. Prenez une compagnie de 150 personnes au Québec, c'est une manufacturière. Il n'y a pas 150 personnes dans un bureau. Là. Les gens sont dans le shop floor, ils font le travail. Donc, les gens, souvent, à la comptabilité, au marketing, aux ventes ou dans la logistique, ils ne sont pas 50 dans l'équipe. Donc, c'est ces mêmes personnes-là et il faut se donner du temps pour pour faire le projet, pour vraiment dédier du temps à ces gens-là et pas les brûler. Combien de fois on a vu ça où l'entreprise dit OK, ben nous, on va y aller avec une option, quand même avec un timeline, un échéancier court, avec quelque chose d'agressif. Et les gens sont bons, on va travailler plus fort, on va y arriver. Et ces gens-là, ils tombent au combat. Là. Définitivement. Nous, on fait ça à temps plein, c'est notre travail. Eux, ils ont des commandes à entrer, des opérations logistiques, des items à shipper parce qu'Amazon déborde. Ça ne fonctionne plus. Vas-y, Pascal, tu voulais ajouter quelque chose. Ben, en fait, c'est ça. Il faut prendre. En fait, ça fait partie de notre méthodologie de regarder tous ces processus-là. Puis, comme on disait tantôt, d'accompagner nos clients. Puis, c'est ça. Puis, je suis certaine, chaque intégrateur a des façons de faire, des accélérateurs pour justement que les gens n'aient pas à réécrire à la main les nouvelles procédures d'affaires et tout ça. Donc, il faut regarder ça aussi parce que c'est ça, spécialement dans les PME, 100% de nos clients sont en croissance. Fait les gens sont occupés, puis nous, on leur dit, il faut faut aller chercher le meilleur. Fait que chaque intégrateur doit aider son client parce que on ne peut pas leur redonner cette charge-là en plus de faire croître l'entreprise. Puis, on le voit, là, ce que vous êtes en train de dire est appuyé par Marie-Pierre Chicoine, qui dit que c'est important de ne pas brûler les ressources qui sont affectées dès la première étape du projet, là, parce qu'autrement, ça devient compliqué pour les autres étapes du projet, et qui ajoute qu'en plus, en mode COVID, donc le tout à distance, ça ne facilite absolument pas les choses. Puis, on a un Pierre Moreau qui pose une autre question. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation comme quoi la gestion de changement dont vous avez parlé est souvent comme un nice to have, décalé à la fin. Si on a encore du budget, on verra, peut-être qu'on l'adressera. C'est ça, puis c'est une option, puis on voit ça, c'est juste la formation là, à la fin, là, mais c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. C'est une mauvaise compréhension, c'est ça, de ce qu'est la gestion du changement. Ça part du début, la gestion du changement. Je rajouterais peut-être... excuse-moi, vas-y, Alex. Vas-y. Et c'est là que l'implication du client depuis le début du projet est vraiment importante parce que c'est vraiment lui qui va initier finalement cette gestion du changement et qui va inciter ses collaborateurs, ses partenaires, ses employés à, dans le fond, changer leur façon de travailler dans une optique où on veut faire croître l'entreprise et donner des outils supplémentaires à l'organisation. J'aurais envie de rajouter, dans les facteurs de succès en soi, puis on avait parlé des critères de sélection d'un partenaire intégrateur. Moi, je dirais un des autres facteurs de succès, c'est d'avoir du plaisir.
Puis, ça fait probablement partie d'une portion de gestion du changement. Là, je vois Alix, un grand sourire aussi. Mais ultimement, j'ai jamais aimé la désignation qu'on mettait sur une salle projet comme étant le War Room. Moi, j'ai tout le temps, c'est le Project Room ou le Fun Room à travers ça. Puis, Je pensais que tu allais dire Pleasure Room, Patrick, là, mais... j'aurais pas dit ça, Martin, mais on s'entend en soi là-dessus. Mais ceci dit, pour moi, c'est un facteur de succès tout important, cette notion de culture entre le client et le partenaire, mais le plaisir. Puis, il y avait un autre élément sur le COVID, la distance. Je pense qu'il faut maintenant même innover sur comment on crée du plaisir, un attachement par rapport à ce qui est en train de faire, d'autant plus qu'on travaille à distance de chez nous. Je ne sais pas si c'est la nouvelle réalité. Donc, mais moi, je dirais que le plaisir, à mon avis, est un autre facteur de succès dans le cadre d'un projet de transformation numérique. Je ne dirais pas le pleasure room, Martin, ça, je vais te laisser ça, mais... Je vais profiter du fait qu'il y a Anne-Marie Gosselin qui dit tellement d'accord avec Patrick. Je vais profiter du fait qu'il y a quelques questions qui commencent à apparaître lors de leur processus d'inscription, les gens pouvaient poser des questions. Puis on a une question de Patrick Lemay, puis j'aimerais ça vous la poser comme maintenant, qui est, puis je vais me permettre de la lire pour ne pas me tromper. Comment garder active dans le temps l'utilisation d'un logiciel d'entreprise, d'éviter que les utilisateurs sortent du système pour utiliser leur solution custom ou la dernière tendance à la mode et finalement que tous exploitent le plein potentiel de la plateforme. Est-ce que vous me permettez, cher panéliste, là-dedans? Oui. En fait, merci à tous. Moi, je dirais, je reviendrai, Stéphane, je répondrai ici de dire que ce soit l'implantation d'un système de gestion des ressources d'entreprise, gestion de la force de vente ou ainsi de suite, donc des systèmes de ERP, CRM et autres, pour moi, c'est une notion de programme. Et j'ai vu trop d'entreprises qui, on appelle ça, après la phase 1, sont fatiguées de cette démarche-là et oublient que ça s'inscrit dans un programme d'amélioration continue. Alors, il est clair que si une entreprise a fait une belle grande phase, a automatisé l'ensemble de ses processus d'affaires dans une vision d'aujourd'hui et de demain, que dans un an, il y a des micro-applications, les gens vont réutiliser Excel, ils vont se développer des petits systèmes applicatifs, ces choses-là. Et je pense que les entreprises, une fois de plus, doivent embarquer, au même titre qu'on fait un programme d'amélioration continue pour la chaîne de fabrication, la chaîne d'approvisionnement, on doit faire, à mon avis, la même chose en technologie où à chaque année, on doit faire un peu d'assurance qualité, un diagnostic, soit avec un partenaire ou seul, et de promouvoir comment on automatise constamment les processus. Et on se re-questionne parce que les gens évoluent et les entreprises évoluent également. Et je pense que la technologie doit constamment s'adapter à ce phénomène-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Patrick. Puis je disais même, il faut aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur de demander, dans le fond, à ses employés, à ses partenaires, quels sont leurs besoins au niveau informatique, puis au niveau des systèmes, quels sont, tout à l'heure, Pascal parlait d'analytique, quelles sont les informations, quels sont les rapports qu'ils ont besoin pour, dans le fond, bien travailler. Puis, c'est souvent, en fait, si on leur donne les outils qu'ils ont besoin à travers la solution d'entreprise, ils n'auront pas besoin, dans le fond, de se développer eux-mêmes des systèmes à côté. C'est le trigger, hein, Alex? C'est le trigger. Ils nous appellent et ils disent ça, on fait ça manuellement. Je m'excuse, Pascal. Ça, on le fait manuellement, on est on the side. Il faut, la compagnie réalise ou l'intégrateur, OK, là, il y a un problème là, il faut s'améliorer. Exact. Et c'est ça, il faut aller chercher cette information auprès des employés qui, eux, utilisent l'applicatif tous les jours dans le cadre de leurs opérations. C'est ça, parce que souvent, les entreprises font le projet 1, ils vont live avec la solution, puis après ça, ça prend beaucoup de temps avant de faire d'autres améliorations. On dit, ah ben là, on utilise la solution, mais il faut la faire vivre parce que l'entreprise évolue, les gens changent, il y a des nouveaux VP, des nouveaux directeurs, tout ça. Donc, eux autres, ils ont d'autres façons de voir les choses. Donc, c'est important de maintenir les investissements, puis je ne parle pas nécessairement à l'externe, mais à l'interne, d'avoir un groupe qui va focusser sur des projets d'amélioration continue. Puis souvent, à travers les projets, on va déjà les identifier, ces projets-là. Donc, justement, quand on dit on va définir le projet, puis on va le découper en petites bouchées pour que ce soit, pour faire des petites mises en production, mais on va avoir la liste des futurs projets, puis on peut aider le client à les planifier, puis à faire leur roadmap des prochains projets pour ne pas oublier.
Puis je voudrais juste rajouter, c'est que je trouve que le terme transformation, il y a une notion très dynamique à la chose. Et donc, c'est ce que tu viens de dire, Pascal, c'est qu'il y a une amélioration continue qui se fait par rétroaction. Je pense que aussi, je pense que c'est Martin qui a dit le trigger en soi, mais il faut favoriser une culture d'avoir ces informations-là. Trop souvent, on se retrouve sur notre core business, qui est pick, pack, ship, fabrication, mais ultimement, c'est une amélioration continue. Puis le terme transformation, ce n'est pas un élément statique. Ça doit évoluer, ça doit bouger. Et le terme dynamique ou agile, pour moi, me vient en tête quand je pense à ces projets-là. Ben, souvent, c'est vraiment, je peux finir, souvent les entreprises aujourd'hui voient des dépenses, alors qu'en réalité, souvent, le terme qui devrait être vu, c'est plus un investissement. Ouais. En fait, quand on investit dans ces processus de travail ou dans son efficacité, ben, en fait, ça va nous rapporter plus que ça peut nous coûter à court terme. Entièrement d'accord avec vous, mais j'aimerais rebondir sur cette notion de dynamisme, d'agilité. On le voit, la COVID a perturbé un peu nos façons de travailler là, dans le cadre d'une implantation, mais a perturbé aussi de façon plus générale une économie mondiale absolument partout. L'élection américaine aussi, qui perturbe un petit peu les échanges commerciaux, etc. J'étais en train de me demander, est-ce qu'un logiciel d'entreprise bien implanté, on s'entend, permet à l'entreprise d'aller chercher une agilité nécessaire pour pouvoir réagir dans ces fluctuations de par des événements externes qui peuvent exister dans les marchés économiques? Bon, en fait, je crois tout à fait à ça. Puis j'ai d'ailleurs 2 exemples. On a un client américain en fashion. Quand la COVID est arrivée, tout son inventaire était rendu dans les magasins. Les magasins ferment. Oui. Et là, ils ont une plateforme en ligne. Les entrepôts sont vides. On a tout poussé dans les magasins. Et là, rapidement, on a mis un processus en place de ship from store. Fait qu'on a juste ajouté, on n'a pas rien codé, le client n'a rien acheté, on a ajouté ce processus d'affaires-là, puis il a pu liquider ses inventaires à travers ces magasins très rapidement. Puis un autre client au Québec, un détaillant alimentaire de plus petite taille, eux avaient une plateforme de B2C. Mais il n'y avait pas beaucoup de volume au départ de la COVID et on sait ce que ça fait dans l'alimentaire. Les gens se faisaient livrer toute leur épicerie à la maison, puis on mangeait 3 repas par jour à la maison, donc il y avait du volume. Donc, on a retravaillé aussi les processus d'affaires à l'interne pour prendre ce volume-là, pour s'assurer que l'expédition et le processus se faisaient rapidement. Donc, sans, encore une fois, en temps de COVID, complètement remote, tout a été reconfiguré, testé, mis en production hyper rapidement. Puis comme ça, ce client-là en particulier a pu profiter, entre guillemets, de cette vague-là, parce qu'il y en a eu qui ont été plus gagnants que d'autres dans tout élément qui peut arriver. Donc, on a pu les faire profiter parce qu'il y avait justement une bonne base, une bonne fondation. C'est primordial pour pouvoir réagir rapidement. La COVID, c'est mais son gant, ce qui frappe les côtes de la Floride, là, juste cette semaine, il y a un ouragan là, qui est en train, encore une fois, de ramasser la Floride. Un bon système, on parlait du cloud, là, qui est, je vous dirais, la norme, là, ou le modèle Software as a Service, les gens ont la capacité de l'accéder n'importe où. C'est en anglais, on appelle ça un Disaster Recovery Plan, mais un plan de relève en cas de désastre qui est directement dans la plateforme. Donc, c'est pas peu. Là. Les gens déployaient, des compagnies déployaient des montants énormes pour avoir cette capacité-là. Et maintenant, c'est disponible pour les PME. Ça ne fonctionne pas. Puis on a des clients qui vendent des meubles, des meubles de passion en Floride. Quand il y a un ouragan qui rentre, eux autres sont à Miami, ils s'en vont dans le centre de la Floride, ils continuent d'opérer. Ils peuvent prendre leurs commandes. Il y a beaucoup de monde qui commande du meuble en rotin quand il y a un ouragan, là, mais ils sont capables d'opérer leur compagnie, même s'ils ne sont pas sur le côté de l'océan. Donc, ça peut s'appliquer à un paquet de cas, même chez nous, que ce soit feu de forêt en Californie ou désastre naturel, ou la COVID qui nous oblige à rester à la maison, à changer nos processus d'affaires. Ça permet une flexibilité inégalée qui n'était pas disponible, je vous dirais, il y a 5-10 ans. Là. Il y a de ça, effectivement, Martin, il y a de ça 5 ans déjà. Alors, ça donne déjà
une idée pour l'avenir, ce que l'informatique va permettre dans les prochaines années aux organisations. Peut-être ce que je rajouterais là-dessus, pour moi, parmi tout ça, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'agilité. Puis l'agilité en soi, c'est qu'avec la technologie cloud, remobiliser tes ressources ailleurs, en soi, les compagnies qui travaillaient au bureau, qui là, avec les directives de COVID, encore une fois, pour moi, le cloud est une façon d'une agilité, d'une facilité en soi. Donc, c'est-à-dire que celle qui avait déjà adopté une approche cloud ou infonuagique a pu rapidement localiser ses opérations là où elle voulait. La deuxième chose qui, à mon avis, un logiciel doit faire ou un progiciel en temps de crise comme ça, c'est cette notion-là d'accès à la donnée ou la prise de décision. Je me souviens quand je faisais des projets dans les années 95, ça témoigne un peu de mon âge, Stéphane, là-dessus, mais ultimement, on focusait beaucoup sur le transactionnel en soi pour s'assurer qu'on était capable de faire les opérations fondamentales. Mais aujourd'hui, les logiciels modernes unifient la donnée transactionnelle avec l'informationnel. Cette notion-là où on essaie de créer, il faut que on ne peut pas prendre une demi-heure pour préparer des informations. Puis d'ailleurs, c'est un des symptômes qui amène à un projet de transformation numérique, c'est le temps qu'on passe à préparer une donnée plutôt qu'à l'analyser. Alors pour moi, les logiciels modernes qui permettent aux entreprises de s'adapter à des risques qui se matérialisent, c'est cette notion-là de prise de décision, agilité et processus et méthodes qui viennent supporter cette chose-là. Puis je rajouterais peut-être aussi, j'ai mentionné la tendance 5 ans, où oui, on parle de système transactionnel informationnel, mais que ça soit du côté des détaillants en soi, il y a une apparition de processus non traditionnels qu'on veut numériser. Et dans le fond, plus les logiciels d'entreprise font partie d'une plateforme unifiée en termes d'extension des processus fondamentaux, ERP, CRM ou autres, mais qu'on est capable d'automatiser puis d'utiliser des données maîtresses à travers ça, à mon avis, c'est un autre élément qui peut témoigner de l'agilité et de la puissance d'un logiciel et de ce qu'une nouvelle plateforme moderne doit faire pour répondre à tous ces scénarios de risque-là qui peuvent se matérialiser. Puis peut-être dernier, puis Pascal, tu as parlé d'exemple client. Je vais revenir peut-être à l'agilité. On avait un client dans le commerce de détail ici même au Québec qui avait entrepris en 2 phases ou 2 étapes son projet de transformation numérique. On avait focusé sur les opérations en magasin dans un premier temps. Ensuite, on focusait sur les opérations back-office, comptabilité financière. Et en cours de route, ils avaient une plateforme de commerce électronique, mais l'agilité, tous les facteurs qu'on disait, Martin, là, des avantages du cloud en soi, mais rapidement, ils ont changé leur focus, ils ont repositionné leur projet et ils ont décidé qu'en dedans de quelques mois, ils se repositionnaient sur une nouvelle plateforme de commerce électronique pour permettre d'avoir tout le mi-canal, toute l'expérience, mais sachant que les magasins étaient fermés, le focus était maintenant mis sur le commerce en ligne. Fait que ça, pour moi, c'est un autre exemple qu'une plateforme moderne doit te donner l'agilité nécessaire pour qu'en fonction des priorités d'entreprise, tu chiffres rapidement et tu t'adaptes. Tantôt, je pense que c'est Martin qui a utilisé l'expression cicatrice dans le dos, ce qui est très drôle parce que dans le premier open mic, c'est Alexandre Taillefer qui utilisait également cette expression-là. Donc, j'espère que dans le troisième open mic, on va l'utiliser aussi. Mais ça me donne le goût de vous poser la dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, soyez bref peut-être dans vos réponses, mais qu'est-ce que vous répondriez à une entreprise qui vous demande, c'est quand que la valeur ajoutée d'implantation d'un projet, d'un progiciel va être supérieure au coût lui-même de l'implantation du progiciel? Moi, j'appelle ça le moment pivot, Stéphane, là, puis je vais en dire quelqu'un rapid fire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'entreprise qui ait une motivation. Changement de leadership, croissance accélérée ou faiblesse d'un système actuel, un système mainframe qui est mort puis ils doivent le changer. Là, ça, on les voit très souvent. Donc, moment pivot, ça se passe. Souvent, c'est le temps de le mettre en place. Moi, j'allais dire, je vais être la partie où le moment où on est en désaccord entre panélistes. Moi, je dirais, Martin, le plus tôt, c'est une minute. Donc, juste pour ce que ça apporte, dans le fond, de structurant à l'organisation et la qualité aussi que ça va donner, la qualité de gestion qui, par la suite, va être disponible pour les dirigeants, dans le fond, pour faire évoluer cette entreprise, pour gérer cette croissance-là. Je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Et je n'aime pas parler de cicatrice parce que, dans le fond, l'implantation d'un logiciel d'entreprise ne doit pas absolument être vue comme une expérience négative. Je pense qu'avec ce qu'on a dit aujourd'hui,
un objectif bien défini, un partenaire qui a de l'expertise, une bonne gestion de changement et aussi une évolution dans le temps. Je pense que ça peut être un projet qui peut être, dans le fond, très bénéfique pour toute organisation. Je suis d'accord avec toi, moi, Alix. Pour moi, c'est le plus rapidement possible. Puis on le voit dans les startups, les petites compagnies, là, les Uber, là, ça a été quoi? Ça a été une application. Donc, c'est important de se structurer rapidement et de grossir. Puis, ça ne veut pas dire qu'il faut tout déployer d'un coup. Il faut manger cette solution-là à petites bouchées. Puis c'est ça, parler à d'autres compagnies, rencontrer les intégrateurs pour prendre les leçons apprises, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Moi, je pense que c'est ça, et se faire conseiller sur les meilleures pratiques de projet. Je pense que ça peut grandement aider à être agile, compétitif. Donc, moi, je ne vois pas de problème à ça. Et Stéphane, en 30 secondes, moi, je vais t'en avoir 3. Je dirais, plus de temps à préparer l'information qu'à analyser l'information. Premier symptôme, un mot où on dit, là, il est temps de changer. Deuxième, multiplication des erreurs, prix, facturation, inventaire, que là, à un moment donné, ça ne se peut plus. Et l'autre, c'est, on embauche pour saisir la donnée. Quand on embauche pour saisir, il y a un symptôme important, on passe à d'autres choses. C'est le temps de faire la transformation numérique. Voilà, en rafale, Stéphane. C'est parfait, c'est parfait. On a dépassé de 2 minutes, sincèrement désolé. Je voulais vous remercier tous les 4 pour votre générosité, votre temps, vos réponses. Juste rappeler que tout ça va être disponible sur YouTube, SoundCloud et sur talsum.com. Prochain Open Mic, prochain rendez-vous en collaboration avec la presse le 25 novembre prochain. Et on va parler justement de gestion de changement en regardant le modèle de la presse qui est passé d'un modèle traditionnel à un modèle entièrement numérique. Donc, ça risque d'être également très intéressant. Donc, merci tout le monde et bon après-midi. Merci. Merci tout le monde. Plaisir.